Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important pour moi. Être fille au père. Alors j'ai été fille au père pendant 2 ans, donc j'ai quand même de l'expérience dans le domaine. J'ai été fille au père pour 3 différentes familles. 2 familles avec des enfants et une famille avec des chats. Oui, des chats. Donc on va parler de différents points que je trouve très importants pour toutes celles et ceux qui veulent devenir fille au père ou mec au père, je sais pas comment on dit pour les mecs, mais bon, peu importe, c'est aussi possible pour les garçons. De choses très importantes à faire et à savoir avant de partir dans une famille et de faire cette aventure. Donc la première chose, c'est de se renseigner. Première chose à faire, choisir le pays. Donc vous décidez du pays où vous voulez aller en fonction de vos critères. J'ai pas spécialement de pays à recommander, si ce n'est les pays de l'Union Européenne. Pour ceux qui sont européens, c'est une bonne occasion de vivre dans un autre pays, d'apprendre éventuellement une autre culture, je dirais même. Et il n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est cool de pouvoir partir dans un pays où on n'a pas besoin de visa de travail, on n'a pas besoin de visa tout court. Parce que si on aime le pays, on peut y rester, on peut trouver un boulot, voilà, on peut vivre là. Ça a été mon cas, donc je conseille de partir faire fille au père dans un pays de l'Union Européenne. Pour ceux qui ne sont pas européens et qui de toute façon ont besoin d'un visa, vous irez où vous voulez, ma foi. Donc une fois que vous avez choisi votre pays, qu'est-ce qu'il faut savoir si vous allez chercher votre famille par vous-même, ou si vous passez par une agence. Alors, les deux options sont possibles, j'ai également fait les deux options. Ma première expérience c'était avec une agence et j'ai été très contente parce que j'ai eu des problèmes et j'ai eu quelqu'un à qui en parler, j'ai eu quelqu'un pour m'aider, j'ai eu quelqu'un pour changer les choses. Donc je suis passée par une agence pour ma première expérience qui était en Angleterre. Ils ont été super, ils m'ont aidé avec le souci, donc voilà. Donc je recommande de passer par une agence. Cependant, il y a aussi l'option de passer sans l'agence. Quand on décide de partir faire fille au père sans passer par une agence, il faut prendre en compte un certain nombre de choses extrêmement importantes. Et première chose, c'est le contrat. Vous devez avoir un contrat avec cette famille. Ne partez jamais faire fille au père sans contrat. Jamais, jamais, jamais. Vous ne savez pas sur qui vous avez tombé. Il y a des gens qui vont profiter de vous. Il y a combien d'histoires de filles au père qui ont des soucis. Il faut toujours assurer vos arrières. Si vous avez un contrat, que votre famille signe le contrat, vous savez que vous pouvez les suivre en justice en cas extrême. Et eux aussi le savent, donc ils suivent le contrat. Voilà, donc pour ceux qui se demandent où est-ce que je prends ce fameux contrat si je suis toute seule comme ça, vous trouverez ça sur Google. Vous demandez contrat fille au père, moi c'est comme ça que j'ai fait, je l'ai trouvé direct. Vous lisez si les formalités du contrat vous plaisent. Si vous voulez même rajouter des trucs, vous pouvez, c'est ce que j'ai fait. Et après la famille signe, donc c'est une signature virtuelle, peu importe, vous imprimez ça, vous mettez ça dans vos affaires et comme ça vous savez que s'il y a un problème avec la famille, vous pouvez ressortir le contrat et dire look, regardez, vous avez signé ça, donc merci de respecter le contrat. Voilà, donc ça c'est très important. Aussi, quand vous décidez de partir sans agence, sachez que si vous avez un problème, il va falloir le faire, régler le problème par vous-même. Donc ça peut être un peu effrayant pour une première expérience, ce que je peux comprendre, mais quand on a du support comme un contrat par exemple, et aussi quand on a l'envie d'améliorer les choses et qu'on engage une conversation avec la famille, ça se passe bien la plupart du temps. Chose très importante à mettre dans le contrat, impérativement, vous devez écrire que si jamais vous voulez partir ou que la famille ne veut plus de vous, vous avez 2 semaines. Vous devez prévenir l'un ou l'autre 2 semaines en avance. 2 semaines pourquoi? Parce qu'une semaine, ça ne suffit pas pour vous pour trouver une autre famille ou ça va trop vous stresser. Et pour eux aussi, 2 semaines, ça fait que ils ont quand même le temps de réfléchir. Est-ce qu'ils veulent vraiment se débarrasser de vous ou pas? Ou quelque chose comme ça. Vous voyez, 2 semaines, ça me semble un bon compromis. Et il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire qu'il y a plein de filles au père qui partent en agence ou même sans agence, qui font leur propre contrat, qui ne mettent pas ça. Du coup, elles se retrouvent dehors. Regardez sur internet le nombre de filles au père qui se sont retrouvées dehors, c'est juste effrayant. Vous voulez pas que ça vous arrive. Donc dans le contrat, en rouge, grosse lettre majuscule, 2 semaines de préavis si l'un ou l'autre ne veut plus de l'un ou l'autre. Comme ça vous êtes tranquille, vous savez que si jamais ça se passe mal, vous avez 2 semaines pour contacter une agence, pour rechercher notre famille, pour... Voilà, c'est un temps qui me paraît
raisonnable et convenable pour tout le monde. Une fois que vous avez téléchargé votre contrat, que vous avez mis toutes les formalités qui vous intéressent, que vous savez dans quel pays vous allez, chose à chercher, en fonction du pays où vous allez, vous ne serez pas payé la même chose. Donc une petite recherche sur Google, savoir le pays qui vous intéresse, combien vous êtes payé, le mettre sur le contrat. Cherchez pas à être payé plus, moins, enfin essayez de respecter les normes parce que les familles qui prennent des filles au pair sont pas dupes. Ils ont aussi Google et ils verront bien qu'ils vous surpayent et ça leur donnera une frustration. Ils sentiront que ça vous mérite pas ou enfin... Les gens ont toujours envie d'avoir l'impression de faire une bonne affaire, c'est ça qui les rend heureux. Donc prenez l'argent standard, le salaire standard et écrivez celui-là dans votre contrat. Si après vous voyez que ça se passe bien ou que votre famille est prête à vous payer plus, pourquoi pas? Mais je vous conseille d'être honnête et de suivre les standards. Il y a des standards, je sais pas qui fait ces standards, mais voilà. Il y a des prix, chaque pays, les filles au pair sont payées tel ou tel montant et vous verrez par vous-même que des fois il y en a qui sont payés plus, des fois, mais jamais moins. Si c'est payé moins, en général, ça se passe mal. Donc voilà. Chose à savoir, donc une fois que vous savez dans quel pays vous allez, combien vous êtes payé, vous devez absolument être au courant que la famille dans laquelle vous vivez doit payer la nourriture. C'est comme ça. Impérativement, mettez ça dans votre contrat si ça n'y est pas. Vous n'avez pas à payer votre propre nourriture. Dans la première famille où j'étais payée 50 pounds par semaine pour ma nourriture de plus. Donc je devais acheter ma nourriture d'une semaine avec 50 pounds. Laissez-moi vous dire que c'était impossible. À l'époque, je mangeais de la viande. Je pouvais pas acheter de la viande avec 50 pounds, c'était pas possible. Il y avait déjà 12, 13, 14 pounds qui passaient dans un steak. Voilà, plus les cornflakes qui sont hors de prix. Enfin, je vous laisse imaginer, les prix de Londres, c'est excessif. Donc 50 pounds pour une semaine, je galérais. Voilà, je galérais. Donc ça, c'est pas le bon plan. Si une famille vous dit je te paye, je te donne l'argent pour la nourriture et tu te débrouilles, tu fais tes courses, dites non. Ça, c'est non, c'est pas possible. Les courses se font en famille, vous faites partie de la famille, c'est comme si vous étiez un enfant aussi, c'est comme si vous étiez une sœur, une amie, peu importe. Mais les courses se font ensemble et c'est pas vous qui devez payer. Et vous devez être d'accord avec la famille pour que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Bien sûr, soyez raisonnable, j'achetais pas des 1000 et des 100, des trucs super chers. Soyez raisonnable comme si c'était votre propre famille. Dans ma famille, quand on choisit un truc, on essaie de choisir entre ce qui est pas trop cher et ce qui est quand même de qualité. Donc faites pareil, soyez raisonnable, soyez honnête, essayez pas de profiter des gens et essayez pas non plus de vous reculer et de dire ok je prends de la merde, ça coûte pas cher. Faites quand même, je dirais, un juste milieu et vous pouvez aussi en parler avec la famille, savoir ce qu'ils en pensent. Voilà, mais c'est très important parce que le problème de la nourriture avec les filles au pair, c'est souvent un gros topic. Et voilà, donc je vous conseille de mettre ça bien au clair avec la famille et surtout dans votre contrat, de bien écrire que la nourriture est inclue. Deuxième chose inclue, les transports en commun. Coûte que coûte, c'est eux qui payent. Si vous êtes en Angleterre, la Ulster, tout ça, c'est eux qui payent. Dans la plupart des grandes villes en Europe, il y a des tickets au mois, donc ça, c'est eux qui payent, voilà. Ça doit être dans votre contrat. Moi j'ai eu le souci aussi avec une famille qui au début me laissait payer et quand je me suis rendu compte que c'était pas à moi de payer, ils se sont dit oh elle essaye de nous faire payer des trucs en plus. Donc essayez de faire tout ça, tout ce truc là avant. C'est bien si c'est dans le contrat, c'est bien si c'est clair dès le début, personne n'est frustré. Voilà. Également inclus, je dirais les produits de base. Alors ça c'est personnel. Il faut absolument que vous soyez clair là-dessus. Quels produits sont inclus? Je me souviens que moi, par exemple, je payais pas mon gel douche, mon shampoing, mon dentifrice. Il y avait quelques trucs comme ça qui étaient, que je pouvais mettre dans les courses. Donc voilà, ça aussi il faut le définir avec la famille. Et tout ce qui est après produits esthétiques, etc. Bon ça c'est normal que ce soit aux frais de la fille au pair avec son salaire qu'elle gagne. J'ai été fille au pair en Angleterre et à Berlin et les deux ont été différents. Pourquoi? Normalement c'est 5 heures de travail par jour. Ça dépend des familles. Il y a des familles qui vont vous dire voilà, moi j'ai besoin de vous 7 heures, moi j'ai besoin de vous 3 heures. Donc ça dépend. La moyenne c'est 5 heures. Si vous travaillez plus de 5 heures, exigez d'être payé plus. Très important. Si vous travaillez moins, vous n'êtes pas payé moins, vous êtes payé pareil. Deuxième chose, en Angleterre par exemple, il y avait du ménage inclus. Donc c'était, c'est comme ça, c'est la règle des filles au pair. Vous êtes fille au pair et vous faites aussi le ménage. Donc ça aussi,
très important d'être clair sur quel ménage, parce que vous n'êtes pas une boniche, vous n'êtes pas la femme de ménage non plus, vous êtes là pour aider pour les tâches ménagères, donc la plupart du temps ça sera les lessives des enfants, éventuellement des parents, faire le lit des enfants, éventuellement des parents, passer un petit coup d'aspi, ranger les jouets, voilà. Un petit coup de nettoyage dans la cuisine, vider le lave-vaisselle, ça c'est les trucs basiques que je faisais en Angleterre, ça va. Normalement vous n'avez pas à faire la poussière sur les meubles et tout ça. Moi je l'ai fait mais j'étais payée en plus pour ça. C'est moi qui étais d'accord, on s'est mis d'accord avec la famille. Donc là aussi, si vous sentez qu'il y a beaucoup de ménage qui est inclus, vous pouvez le dire, c'est trop. Moi je suis pas d'accord. Vous pouvez regarder aussi sur internet ce qui est inclus, donc c'est ce que j'ai dit précédemment. S'il y a des trucs supplémentaires, vous pouvez demander à être payé un supplément pour ça et bien souligner que vous n'êtes pas une femme de ménage et pas une boniche, vous êtes une fille au pair. Autre chose extrêmement importante, les repas. Alors, j'ai eu plusieurs expériences avec ça, je dirais 3 expériences complètement différentes. Et ma meilleure expérience a été celle où dès le départ j'ai expliqué à la famille que je voulais faire partie de la famille et que je voulais qu'on mange ensemble et que je voulais être inclus. Cependant avec cette famille là, et chose que je respecte, ils avaient aussi besoin de moments en famille. Donc ça en fait ils avaient ces moments en famille le week-end quand je travaillais pas. Donc je me reculais, je les laissais avoir leur petit déj en famille, avoir leur repas en famille, essayer d'être, voilà, je mangeais de mon côté le week-end et en semaine j'étais dans la famille, on mangeait ensemble, etc. Donc là aussi, pour ne pas donner l'impression que vous êtes juste un boulet dans la famille, ça va de soi d'essayer de, par exemple, cuisiner de temps en temps, d'essayer que si la famille cuisine, vous faites la vaisselle. Vous voyez, comme si vous étiez dans la famille, simplement essayer de pas venir, de juste tirer la chaise, s'asseoir et puis se barrer. Ça c'est aussi un manque de respect, je veux dire, même si vous le faites dans la famille, là vous êtes quand même chez des gens, donc ayez un respect propre et essayez d'aider, de faire quelque chose. S'il y a des jours où vous avez la flemme, vous pouvez le dire, vous pouvez dire ok aujourd'hui j'ai la flemme, est-ce que tu peux faire la vaisselle et demain je ferai à manger et la vaisselle, vous voyez, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est humain d'avoir la flemme de faire des choses des fois, et c'est ça qui est cool en fait dans une famille, c'est que certaines fois il y a des gens qui ont la flemme et d'autres qui l'ont pas, donc ça se complète. Pourquoi c'est très important, les familles où j'ai été, où je mangeais pas avec eux, il y avait beaucoup de frustration, déjà je me sentais beaucoup plus seule. Deuxièmement, je devais faire tout le temps à manger et tout le temps ma vaisselle vu que je mangeais toute seule, et ça quand t'as la flemme, bah t'as pas le choix, tu dois le faire, du coup c'est attristant, du coup t'as pas l'impression d'être aimé, t'as pas l'impression d'être supporté, t'as pas l'impression d'être dans la famille, t'as l'impression d'être juste quelque chose à part, d'être un employé. Donc voilà, ça peut paraître débile, mais manger avec la famille et partager ce moment, c'est aussi un moment où vous pouvez discuter, où vous pouvez ouvrir des conversations que peut-être il n'y a pas d'autres moments pour en parler. Voilà, donc je conseille aux filles au pair d'appuyer sur ce point là et de vraiment demander aux familles et de leur expliquer que c'est très important. Si jamais la famille travaille beaucoup par exemple, si elle n'a pas le temps, arrangez-vous pour leur dire qu'au moins une fois par semaine il y a un repas en famille. Ça c'est possible, les gens ne travaillent pas tout le temps, tous les midis, tous les soirs, les week-ends, la semaine. Il y a forcément un moment qu'ils auront où vous pouvez manger avec eux. Si c'est pas possible, ne prenez pas cette famille, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc comme j'ai dit précédemment au niveau des moments où la famille veut être vraiment en famille et sans vous, c'est important pour vous aussi de respecter ça. C'est des gens qui accueillent quand même quelqu'un d'étranger, et souvent les parents, s'ils ont une fille au pair, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à tout faire avec leurs enfants, donc quand ils ont un peu de temps, j'imagine que c'est normal qu'ils veulent passer du temps avec leurs enfants et sans la fille au pair. D'autant plus que souvent les enfants ont un comportement différent quand la fille au pair est là ou pas avec les parents. Donc c'est important aussi, même si vous vivez avec eux tout le temps, de leur laisser parfois de l'espace et des moments vraiment en famille. Autre élément important, je conseille aux filles au pair, même si c'est leur première expérience, d'exiger un moment dans la semaine où il y a un briefing, donc une réunion. Les deux parents sont là, ou le parent, enfin peu importe si c'est pas possible avec les deux parents, au moins avec un parent, pour parler de ce qui ne va pas, ce qui va bien, ce dont vous êtes contente. C'est important aussi de dire ce qui vous plaît, pas seulement des choses négatives. Et aussi de demander, de poser des questions. Est-ce que vous êtes content de mon travail? Est-ce que vous êtes satisfait de comment je nettoie, comment je range? Est-ce qu'il y aurait des choses que je pourrais améliorer? Est-ce que vous êtes content de ma communication? Est-ce que... voilà.
Je peux comprendre que ça soit difficile de parler de tout ça quand on ne parle pas la langue dans le pays où on va. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire votre petite recherche sur Google, écrire des questions, essayer de... La première fois que je suis partie dans une famille de filles au pair, je parlais pas anglais et ils parlaient pas français. Donc il fallait se débrouiller. Et certes, la communication était merdique entre nous deux, mais on essayait et je pense que le plus important c'est d'essayer. Autre chose très importante que j'ai faite malheureusement seulement à partir de ma 3e expérience, il est très important avant de partir dans cette famille, avant tout, d'avoir un appel, alors sur Skype, sur FaceTime, peu importe. C'est mieux si c'est visuel pour vraiment voir les gens, c'est beaucoup plus vrai je dirais. De parler des attentes. Alors qu'est-ce que j'entends par les attentes? Ce que vous attendez de cette expérience. Quels sont les points importants pour vous? Quels sont vos objectifs? Pourquoi vous devenez fille au pair? Et aussi pour la famille, c'est-à-dire leur demander pourquoi vous prenez une fille au pair, quelles sont vos attentes. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que vous savez direct ce que les gens attendent de vous. Donc vous pouvez les rendre heureux. Et qui dit une famille heureuse dit une fille au pair heureuse. Et qui dit une fille au pair heureuse dit une famille heureuse. Ça va dans les deux sens. Plus votre famille va être contente de vous, plus vous aurez envie de faire. Et plus vous aurez envie de faire, plus ils seront contents de vous. Et plus les deux parties seront contents. Et là, ça sera vraiment une relation géniale qui va se créer. Vous pourrez vous offrir des choses de temps en temps. Vous pourrez faire des petites attentions de temps en temps. Et ça, c'est du bonheur au quotidien. Voilà, donc je vous conseille vraiment de développer cette relation avec votre famille où vous leur demandez qu'est-ce qu'ils veulent de vous. Et aussi, une fois que vous êtes là-bas, de leur demander est-ce qu'ils sont satisfaits au final? Est-ce que vous remplissez la mission qu'ils avaient envie que vous remplissiez? Et si ils vous disent non, par exemple, de demander quelles sont les choses que je peux faire pour améliorer. Donnez de vous-même, donnez-vous à fond, faites ce travail à fond et vous verrez que ça vous reviendra fois 10. C'est toujours comme ça, vous donnez beaucoup, vous recevez encore plus. Alors il ne faut pas hésiter, à bosser, il ne faut pas hésiter à être là, il ne faut pas hésiter à faire des efforts parce que ça paye toujours. Quand une famille est contente de sa fille au pair, je peux vous dire que ça paye toujours, que ça soit en argent, que ça soit en affection, que ça soit en fun, bref, c'est une bonne humeur générale et au final ça change tout. Autre point très important, vous pouvez demander à la famille quelles sont leurs expériences avec les babysitters, avec les filles au pair. Moi je sais que je ne l'ai pas fait les premières fois et j'ai découvert après que certaines familles avaient eu des mauvaises expériences avec les filles au pair et du coup à cause de ça ils étaient réticents avec moi, ils avaient peut-être du mal à communiquer parce que ils n'avaient pas communiqué avec les filles au pair d'avant ou alors elles restaient enfermées dans sa chambre et elles pleuraient. Des choses qui eux vont impacter leur façon d'agir avec vous. Donc c'est très important de discuter de ça, de savoir s'ils ont déjà eu des expériences, de savoir si ça s'était mal passé et pourquoi, de savoir si est-ce que vous êtes différente ou est-ce que ça risque de se passer de la même façon et si oui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça. Si votre famille n'a aucune expérience avec les filles au pair, comme ma 3e famille qui n'avait aucune expérience, c'est important de leur dire vos expériences, si ça s'était bien passé, si ça s'était mal passé, si vous n'avez aucune expérience aussi et vous découvrez avec eux cette vie d'être fille au pair, et de soulever absolument tous les points que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est très important. Vous ne pouvez pas espérer d'avoir une bonne expérience si vous ne communiquez pas avec la famille. Ma première famille, il y avait un gros problème de communication. Pour la langue, mais pas que. Parce que j'avais peur de leur dire certaines choses, parce que j'étais déjà là, je pouvais pas leur dire certaines choses en étant déjà là et changer tout du jour au lendemain une fois que c'était commencé. Donc c'est très important de prévoir. Avant de partir, vous soulevez les points importants. Quand vous arrivez, vous soulevez les points importants. Et chaque semaine, vous parlez et vous dites ok, ça j'ai pas aimé, ça me saoule, ça j'aime pas faire, est-ce qu'on peut trouver une solution? Si par exemple ça vous saoule de vider le lave-vaisselle tous les jours, vous pouvez leur dire voilà, ça me gonfle, j'aimerais le faire moins, j'aimerais avoir de l'aide de votre part, j'aimerais qu'on se sépare les tâches. Ou par exemple s'il y a quelque chose qui vous embête pas de le faire et que la famille ça la saoule, vous pouvez dire voilà, j'ai remarqué que ça me dérange pas de le faire, est-ce que vous voulez que je le fasse tous les jours, est-ce que vous voulez que je le fasse plus, et en échange vous faites ce qui me saoule. Voilà, ça peut être des accords comme ça. Ça peut concerner n'importe quoi, ce fameux briefing une fois par semaine est je trouve très important.
Et mes premières familles, je ne le faisais pas. Et au final, j'ai gardé beaucoup de choses en moi que je n'ai pas exprimées, qui m'ont frustrée. Et voilà, avoir de la frustration, c'est jamais bon. Donc je vous conseille de laisser ça sortir et de leur parler, de leur dire voilà ce que vous avez sur le cœur. Et aussi de poser des questions pour que eux aient des opportunités pour vous dire. Si vous leur demandez est-ce que vous êtes satisfaite de moi et qu'ils ne le sont pas, il y a de grandes chances pour qu'ils vous le disent. Si vous ne demandez pas, il y a de grandes chances pour qu'ils ne vous le disent pas. Donc voilà, posez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, vous dites est-ce que ça je fais bien, est-ce que ça je fais bien, est-ce que vous êtes contente de ça, est-ce que vous voulez plus de ça, moins de ça, et voilà, c'est très important de poser des questions et ça vous fera plaisir à vous-même aussi quand ils vous diront oh, tu es formidable, tu fais ça très bien, on est content. Ça fait plaisir à l'ego et ça donne envie de faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et ça c'est une dynamique où j'ai eu la chance de pouvoir être dans ma dernière famille où j'étais fille au père à Berlin, où ça se passe extrêmement bien grâce à ça. On se disait tout le temps ce qui allait bien, ce qui allait pas, et ça permettait que les deux côtés soient toujours contents et toujours satisfaits, et que quand il y avait un problème, on savait que c'était pas grave, il suffisait d'en parler et que ça serait réglé. Voilà, donc ça je vous conseille. Au-delà des problèmes de communication, si vous n'arrivez pas à exprimer tout ce que vous voulez exprimer, dites-leur. Dites-leur voilà, il y a des choses que j'arrive pas à exprimer, que j'ai besoin de dire. J'aurais besoin de faire des recherches, de chercher des mots, de faire des phrases, et je reviendrai vers vous pour vous les dire. Vous pouvez faire ça comme ça. Je sais que dans ma deuxième famille où j'étais fille au père justement avec les chats, j'ai eu plein de soucis et j'arrivais pas trop à l'exprimer. La personne pour qui je travaillais avait pas le temps de me parler, il n'y avait aucun moment pour faire des briefings. On s'écrivait par message SMS, donc ça me permettait aussi de pouvoir faire ma recherche, de pouvoir dire ok c'est comme ça qu'on dit ça, de pouvoir envoyer l'SMS, ce qui était très stressant d'ailleurs, je déconseille ce système de communication. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et au final, ben, on arrivait à régler les soucis quand même. Maintenant, je vais parler des soucis que j'ai eus et les conseils que je vous donne par rapport à ça. Alors, dans ma première famille, le plus gros souci était la communication. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas, que je n'aimais pas, qui me rendaient triste, que je ne disais pas. Et je le disais pas pourquoi, parce que déjà je savais pas comment le dire en exprimant proprement mes sentiments. Et j'avais aussi l'impression que de toute façon ça changerait rien parce que c'était des gros cons. Voilà. Je pense que j'ai eu tort. Au final, les choses ne se sont pas arrangées, je suis partie, eux aussi voulaient que je parte. Mais je pense que la situation aurait pu être différente si j'avais su que en parlant ça améliorerait les choses. Après je peux comprendre que c'est facile à dire et pas à faire, mais si vous avez ce briefing, que vous dites à la famille, il y a un briefing chaque semaine, que ce soit un parti ou l'autre parti, il y aura toujours une petite communication qui sera effectuée. Dans cette première famille, on n'avait pas ces briefings et au final, je pense que s'il y avait eu ces briefings là, ça aurait pu sauver mon expérience. Mais bon, c'est pas grave. Dans la deuxième famille que j'ai eu un gros souci avec l'exploitation et l'argent. Je travaillais pas comme une fille au père, justement je m'occupais de chats, donc beaucoup de chats. Je travaillais toute la journée, je faisais je pense entre 10 et 14 heures de travail. Au début j'en faisais même plus. Et j'étais payée une misère, voilà, par rapport au travail que je fournissais. Donc j'ai tapé du poing, j'étais avec une agence, donc je les ai contactés, je leur ai dit écoutez je pense pas que c'est normal. Ils m'ont dit non c'est pas normal, donc ils se sont plaints. Ce qui n'a pas plu évidemment à la femme pour qui je travaillais parce qu'elle avait toujours sous-payé ses filles au père et toujours exploité ses filles au père. Donc elle m'a dit t'es pas contente, tu te barres. Donc j'ai dit ok je me barre. Et quand elle a vu que j'ai dit ok je me barre, je pense qu'elle a réfléchi. Et après elle m'a dit attends, on va trouver un compromis. Au final j'ai énormément réduit mes heures de travail et j'ai énormément augmenté mon salaire. Ce qui fait que j'étais contente. J'étais contente de travailler parce que j'étais bien payée. J'étais contente parce que j'étais moins fatiguée, parce que j'avais moins de travail. Enfin je dis moins de travail, je travaillais quand même entre 8 et 9 heures par jour. Mais j'étais payée convenablement, donc j'étais contente. Je savais que plus je travaillais, plus j'étais payée. Et ça c'est cool. Voilà. Une chose à savoir, avant moi, cette femme a eu beaucoup de filles au père. Et ça s'est souvent très mal passé parce que ces filles au père là n'exprimaient pas leur frustration qu'elles avaient.
elles travaillaient trop, elles n'étaient pas payées et elles n'étaient pas heureuses. Et elles disaient rien. Donc au bout de quelques mois, elles pétaient les plombs et elles partaient. Elle, la femme qui nous employait, elle en a rien à foutre, rien à... Cette femme en question n'avait juste qu'à prendre une autre fille au pair et refaire la même chose. Donc quand j'ai tapé du poing, ça a beaucoup changé les choses et ça a aussi beaucoup amélioré notre relation. Elle m'a clairement dit que j'étais la première fille au pair à faire savoir ses droits, qu'elle appréciait. Certes, elle perdait de l'argent, mais elle avait une fille au pair qui était heureuse et ça faisait toute la différence. C'est-à-dire que avoir quelqu'un de triste qui travaille beaucoup et que vous payez peu, c'est un boulet. Quand on a l'impression d'être exploité, on n'a qu'une envie, c'est faire son truc, bien ou mal, et se débarrasser de ça, et avoir son temps libre, et faire ses affaires, et dépenser son argent, et sortir, et voir ses amis. Quand on est content de son travail, quand on est content de son salaire, on fait bien son travail. Et c'est important pour nous-mêmes de bien faire son travail. Et quand on fait bien son travail, son employeur est content. Et du coup, elle était super contente, certes de me payer plus, certes je travaillais moins, mais le travail était parfaitement fait. Et j'étais heureuse, c'est-à-dire que tous les jours je me réveillais et j'étais enthousiaste de faire ce travail et je l'adorais aussi. Et c'est parti, c'était une situation vraiment merdique au départ où j'étais sous-payée, je travaillais trop, j'aimais pas, à une situation où c'était idyllique, c'était parfait, j'étais bien payée, j'étais même très bien payée pour le travail que j'effectuais, je trouvais. J'y mettais beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et ça se passait super bien. Donc voilà, parfois d'être la relou qui se plaint, ça peut beaucoup changer les choses. Donc je vous recommande de faire valoir vos droits et d'être reconnaissante. Si ça fonctionne, d'être reconnaissante et de vraiment embrasser le travail et de montrer le bonheur que ça vous apporte. Petite chose que je pourrais ajouter pour les vacances, vous pouvez parler des vacances à l'avance. Alors je sais plus, je crois que ça dépend des pays, les temps de vacances dont vous avez droit. Il me semble que c'est un mois de vacances. Donc soit vous prenez un mois, soit vous prenez une semaine par-ci par-là, des jours par-ci par-là. À vous de voir avec la famille. Avec la famille que j'avais à Berlin, je voyageais avec eux et c'était mon travail. C'est-à-dire que ils payaient mon billet d'avion, ils payaient ma nourriture comme à la maison, mais je travaillais plus. C'est-à-dire que pendant la journée je m'occupais des enfants, le soir je faisais des babysitting. Donc le temps de travail est augmenté mais les vacances sont payées. Donc ça c'est quand même cool, ça permet de faire son travail dans un autre pays du monde, idyllique ou pas. C'est quand même vachement cool, surtout quand ça se passe bien avec la famille. Donc ça peut être une option pour vous si votre famille voyage de temps en temps, pour leur proposer ça. Sinon, quand la famille part en vacances, vous pouvez accorder vos vacances avec eux. Moi je sais que ma première famille était partie en vacances et j'avais pas du tout envie de prendre mes vacances spécialement là, donc en fait on a fait un break. J'étais pas payée, enfin je vivais chez eux mais j'étais pas payée, je devais payer toutes mes dépenses, nourriture et tout, et quand ils sont revenus mon travail a repris normalement. Donc ça c'est à vous de voir avec la famille, chaque personne est différente, mais c'est important d'en parler. C'est pas une fois que vous êtes là-bas que vous allez parler de vacances, parce que quand ils vont vous dire que vous n'avez pas de vacances et que vous n'avez rien qui parle de vacances dans votre contrat, voilà, vous êtes dans la merde. Donc je vous conseille de prendre ça en amont, d'en parler dans le contrat, d'en parler avec la famille, voilà. Et ça c'est très important, comme ça vous savez déjà à quoi vous attendre et pas de surprise. Le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment penser à tout. Faites des recherches, écrivez absolument tout ce qui est important dans le contrat. La plupart du temps il y a quand même presque tous les points déjà écrits dans le contrat, mais moi je me souviens que j'en avais rajouté pas mal. Donc je vous conseille de passer du temps à faire ça pour avoir un contrat solide et de bien poser les bonnes questions à la famille, d'être sûr de bien être d'accord sur comment ça se passe ou pas. Et comme ça, il n'y a pas de surprise, parce que avoir des surprises une fois qu'on est dans la famille, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Quand vous avez déjà commencé à vous habituer avec quelqu'un, vous avez déjà tout mis vos affaires dans la chambre et que vous vous rendez compte que ça ne va pas et qu'il faut prendre une autre famille, la plupart du temps vous avez la flemme, donc vous restez et vous subissez. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc ça c'est pas cool, vous voulez pas subir. Et vous voulez pas passer votre temps à changer de famille. Donc je vous conseille de vraiment prendre le temps de la choisir et ne prenez pas une famille à la va-vite. Moi c'est ce que j'ai fait pour ma première expérience. J'ai pris la première famille qui m'a dit oui on est intéressé, viens. J'étais tellement contente que quelqu'un soit intéressé par moi que j'ai tout de suite accepté.
et je pense que ça n'aurait pas été le cas parce qu'il y a plein de points que j'aurais pu soulever, que je n'ai pas soulevé, qui n'auraient pas été, et du coup je leur aurais dit que ce n'aurait pas été possible. Mais comme tout ça ne s'est pas fait, que je suis partie direct, que j'avais pas de contrat, que j'ai fait confiance à l'agence, du coup ça s'est pas du tout passé comme je l'imaginais, et ça c'est entièrement de ma faute. Donc je vous conseille de prévoir, je vous conseille d'avoir un contrat, je vous conseille de poser des questions encore une fois, et comme ça vous aurez une expérience absolument incroyable et fabuleuse, je vous le souhaite. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. Que vous trouverez votre famille. Petite chose que je peux ajouter, je mettrai en bas dans la barre de description l'agence par laquelle j'étais passée pour l'Angleterre, et pour l'Allemagne, à Berlin, je suis passée par Au Pair World, donc qui est un site extrêmement connu où il y a plein de familles, plein de filles au pair. Il faut payer, je crois, 60 $ pour quelques mois et on trouve une famille immédiatement. Donc je vous conseille de payer. Si vous voulez être fille au pair et que vous voulez passer sans agence, inscrivez-vous sur Au Pair World, payez ce site. Vous trouverez plein de familles, plein de choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'âge des enfants, vous pouvez choisir en fonction de la ville, vous pouvez choisir plein de choses. C'est parfait. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir quelque chose qui vous intéresse, quelque chose que vous avez choisi, une famille façonnée exactement comme vous voulez. Et ça c'est cool, c'est vraiment cool. Moi j'ai utilisé Au Pair World qu'une fois, justement pour aller à Berlin, et j'ai trouvé ma famille en 2 jours, et 5 jours plus tard j'étais à Berlin. Donc ça s'est passé très vite. On s'est appelé sur Skype, coup de foudre tout de suite, ça s'est très bien passé. Et au final ça a été ma meilleure expérience et de loin. Donc je recommande vraiment ce système d'Au Pair World, tout en bien sûr faisant ce Skype, en soulevant les points importants et en ayant ce contrat que les deux parties vont signer et hopefully respecter pendant ce temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé sur certains points, vous aura éventuellement donné des idées. Et je vous conseille vraiment de partir faire fille au pair parce que c'est super cool comme expérience. Ça vous permet 1001 choses. Je ferai peut-être une autre vidéo sur 20, 30, 40 points qui font que être fille au pair et partir faire fille au pair, c'est THE expérience et c'est vraiment la chose la plus simple à faire. On verra ça plus tard. Voilà. Je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée.